bienvenue à la troisième capsule du premier cours où je vais faire une partie théorique pour modéliser des choses un peu plus complexes, mais c'est plutôt pour vous donner un aperçu de la destination où on veut arriver, parce que vous n'allez pas coder ça tout de suite. Et après, je vais faire un tout petit peu de TP, mais je vais faire un peu plus de lien entre le modèle et la programmation. Donc là, je vais aborder pas tout de suite, mais des choses assez complexes pour savoir que ça existe d'abord. Et après, je vais revenir sur des modèles basiques qu'on va résoudre ensemble. Mais déjà, pour comprendre la force de cette question de modélisation, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pose un nouveau problème. Ok. Laissez-moi rêver. Disons que j'étais un restaurateur de luxe. Je sais pas, au sommet de la tour Eiffel, j'ai pas beaucoup de place. J'ai une vingtaine de chaises et 5 tables. En fait, n'importe quel restaurateur sur cette terre, il doit avoir un nombre limité de chaises et de tables dans son resto. Et il peut vouloir configurer quoi? Il veut maximiser son profit qu'il peut espérer. Disons qu'il peut offrir des tables de 8 personnes ou de 3 personnes. Il veut savoir comment configurer son resto, vous comprenez? Donc il peut par exemple, il peut prendre que des tables de 3 personnes partout. Ok, mais je sais pas si je me fais bien. S'il prend que des tables de 3 personnes, il aura utilisé 15 chaises. Il peut pas utiliser 5 tables de 8 personnes parce que ça lui demande 40 chaises, ce qu'il n'a pas. Bon. Une table de 8, bien sûr, elle rapporte un bénéfice supérieur. Admettons 3000 €. C'est pour ça, c'est vraiment du luxe. Et une table de 3, elle rapporte 1000. Bon, ok, vous comprenez. C'est des données. Un resto moins cher, il aurait peut-être divisé ces sommes par 10. Vous m'aidez comment je vais m'amuser à écrire le modèle. Je vais avoir par exemple une variable x1 pour les tables le nombre de tables à 8 personnes et x2 pour le nombre de tables à 3 personnes. Que pensez-vous du modèle? Qu'est-ce que je maximise? x1 les tables de 8, x2 les tables de 3. « 3000 fois x1 plus 1000 x2. Ok, on va raisonner aussi vis-à-vis des contraintes. Que pensez-vous si j'écris ça? J'ai 3 unités de profit pour x1 plus x2, ok? Soit des milliers, soit des centaines. En fonction du niveau de prix du resto. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est le nombre de chaises que je possède. Ce que je disais tout à l'heure, si je prenais x1 égale 5, j'arrive à 40, je peux pas. Et x1 plus x2 inférieur ou égal à 5, nombre de c'est mes tables. Et bien sûr, des valeurs entières, j'écris z+. Je m'amuse pas à proposer une moitié de table, d'accord? Que pensez-vous de ce modèle? Est-ce que vous avez la solution optimale? Comme ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce qui est intéressant ici, c'est la force de cette notion de modélisation. Pourquoi je veux vous parler de ça? Je reprends le modèle du problème précédent. Donc j'ouvre un petit fichier et j'écris à côté. Tout à l'heure, on avait parlé de ce problème-là, du cambrioleur. Le modèle était celui-là.
Ok, ça c'était le problème du cambrioleur. J'écris max 3x1, 3, voilà. Vous comprenez, x1, x ou y ou x1, x2, d'accord? Et mes deux contraintes, c'était ça. Les variables x et y sont entières. On va faire plus tard plus de détails sur la résolution de ce type de problème. Mais lorsque je travaille en nombre entier, ça c'est le problème, ok? Problème du cambrioleur. Vous voyez qu'il y a une grosse similarité entre les deux? Vous voyez que c'est presque le même en fait? Et je peux dire que je vais faire une petite manip qui montre que c'est strictement le même. Pourquoi c'est strictement le même? Je prends cette deuxième contrainte du problème de cambrioleur et je peux obtenir une contrainte équivalente si je divise la chose par 6. Ça me donne x plus y inférieur ou égal à 32 sur 6 qui est égal à 5 et tac. Et à partir de ce moment-là, j'ai ça. Mais comme x et y sont des variables entières, est-ce que je peux jamais avoir une valeur x plus y qui sera égale, je sais pas, à 5,2? Non, c'est une valeur entière. Je peux jamais avoir une valeur de x, y strictement supérieure à 5, mais inférieure à mon 5,33. Donc en nombre entier, je suis complètement équivalent avec ça. Donc vous avez le même problème qui modélise à la fois ce problème du cambrioleur et un problème de restauration. Parce que comme ça, j'ai pas besoin de vous demander de refaire des calculs. Quelle est la solution optimale? Pardon? 7. Qui consiste à prendre deux barres d'or en paquet de billets, ou dans le langage du restaurateur, 2 tables de 8 et une table de 3. Ok, donc on a la solution, donc comme ça, pour que ça soit très très clair cette abstraction. Donc pour l'examen, pour tout ce qu'on fait pour le TP, la première étape c'est d'écrire le modèle théorique, et après on va le coder sous Julia ou sous GLPK, vous pouvez choisir. Okay, donc vous voyez la modélisation. Okay, des questions, des remarques? Ok, je vais faire donc une modélisation un peu plus avancée pour vous dire pourquoi j'ai introduit ce modèle de Monopoly au début, ce problème de Monopoly, pour 2 raisons. Pour vous montrer la difficulté des problèmes en optimisation discrète, mais sachez qu'on peut le modéliser avec ce type de langage. Par contre, pour résoudre ce type de problème avec un langage, la question est beaucoup plus difficile que le problème du cambrioleur. Pourquoi? Pour le problème du cambrioleur, j'avais 2 variables. Ici, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Est-ce que je peux m'en sortir avec 2 ou 3 variables? Non. Mais qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une variable par case qui va m'indiquer pour chaque case si je saute, si je sélectionne, si vous voulez, la case, ou si je la sélectionne pas. D'abord, je préfère écrire un peu un modèle théorique, si vous voulez. Mon modèle théorique, ça va s'écrire, voilà, disons que ça c'est, que le 0 c'est x1, ok, case 1, variable x1, vous voyez, case 2, x2. Le langage Julia, il GLPK aussi, contrairement à d'autres langages, on n'a pas à se casser la tête et démarrer à l'indice 0. Donc c'est direct, ok, donc fait. Okay. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais devoir optimiser une somme de plusieurs variables. Qu'est-ce que je vais avoir? 0 pour x1, je dis rien.
mais je vais avoir max de moins 21 fois x2. Vous voyez, si x2 vaut 0, ça veut dire que je saute pas sur x2, c'est pas sélectionné. Sinon, je paye moins 21. Plus 15 fois x3 plus 5 fois x4. Et comme ça. Donc en langage, je sais pas comment, donc ça va être une max. Je vais l'écrire. Disons, je vais appeler B, c'est les bénéfices, si vous voulez, les valeurs que je peux récupérer. Je vais avoir une sorte de max, somme, ok, somme sur I c'est l'indice, un truc genre BI fois XI, pas plus complexe que ça, tac. Après, je vais avoir des contraintes. Pour l'instant, je vais modéliser que la première chose. La deuxième, c'est plus compliqué. C'est pour une autre fois. On va se revoir dans 2 semaines. Donc là, je commence à... Comment je vais modéliser le fait que je dois à chaque fois avancer de 2 ou 3 cases? Là, c'est relativement plus complexe. Là, oui, c'est une des choses les plus difficiles que je vais faire ce soir. Après, je vais revenir sur une partie plus pratique avec des problèmes plus simples. Je dois sauter. Est-ce que j'ai le droit de sélectionner XI et XI plus 1? Non, parce que si je sélectionne XI et XI plus 1, ça revient à sauter sur I et I plus 1. Donc je vais avoir un truc genre comme contrainte pour tout I. Bon, dans la plage de valeurs, je vais avoir XI plus XI plus 1. Les deux valeurs peuvent pas être égales à 1. Donc cette somme, ça va être là, c'est l'astuce. Si je mets inférieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il ne va pas pouvoir affecter la valeur 1 à xi et à xi plus 1. Parce que ça va le faire violer la contrainte. Xi, ça indique le rang, c'est ça, la position? I, c'est la position, l'indice. X, c'est mon tableau de variables de décision, si vous voulez. Donc quand on fait xi, par exemple x1 plus x2, ça correspond à... Si on remplace i par 1, on a x. Oui, c'est pour tout i. Ça correspond Oui. à quoi sur le tableau? Par exemple, pour i égale 1, ça se décline en x1 plus x2 inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de sélectionner les cases 1 et 2. Les cases 1 et 2, c'est ces deux-là. Pour i égale 2, ça me donne x2, 3 inférieur ou égal à 1. C'est le sujet le plus difficile que je veux aborder ce soir. Pour vous donner un peu une idée de la destination où je veux arriver avec toutes les séances que je vais faire. Et après, je vais revenir sur les problèmes de tout à l'heure. Ok, donc je dois introduire cette contrainte pour chaque valeur de i.
Des questions, des remarques? Je suis pas sûr d'avoir compris en fait ce que la différence entre X1 et B1 en fait. Pour moi, B, c'est le X1, bénéfice. c'est quoi comme nombre? Si on doit faire une addition, Pardon? si on peut faire l'addition de X1 Et X2? C2 en disant que ça doit être inférieur à 1, mais en fait X1 je ne le représente pas. Si vous aviez dit B1 plus B2... Attention, B, c'est un tableau de bénéfices. Donc c'est les 0 moins 21. Donc B1 égale 0, c'est fixe. B2 égale moins 21, c'est ça. D'accord. B3 égale 15. Et vous comprenez. D'accord. Et X1? Ok. X égale des variables binaires de décision. C'est soit 0, soit 1. Oui. Pour dire, Oui. je suis dessus ou pas. L'optimiseur va chercher à donner des valeurs à tous les X. D'accord. Donc chaque xi peut prendre la valeur 0 ou 1. Oui. Et donc effectivement la somme de x consécutifs doit être inférieure à 1 pour être sûr qu'on ne passe pas du 1-1 par exemple. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est plus clair. Oui, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est bon. Si vous voulez, ça c'est des paramètres fixes, d'accord? Ça c'est des variables binaires. Ok. Objectif, maximiser ça, contrainte. Et après, je vais bientôt finir. Je veux juste me rassurer que... Est-ce que ça suffit à votre avis pour modéliser ce type de saut où je peux avancer d'une case, je peux sauter 2 cases ou 3 cases? Est-ce que ça suffit? Là, ça nous assure qu'on doit sauter 2 cases. Oui. Mais pour les 3 cases, je suis pas convaincu. C'est ça, en fait, si je lui donne que ça, il va pouvoir... Oui, oui. Par exemple, bon, c'est pas une solution qui va l'arranger. Mais si, il va sélectionner 15. Après, il va sélectionner ce 3-là, qui est très loin. Et après le 6. Si je lui donne que ça à faire, après, il va sauter de 15 à 3. Rien ne l'empêche, dans ce modèle-là, de sauter une longue distance. On va faire une somme sur 3 termes consécutifs. C'est ça, oui. Je vais ajouter un truc pour tout i. J'ai xi plus 1, oui. Attention, un peu plus xi plus 2. Plus, je pense, je dois continuer. Bon, c'est la plus compliquée chose que je vais faire ce soir. Il faut faire un peu attention, regarder ça d'une manière... on doit se concentrer un peu. Je dis ça. J'ai pas le droit d'avoir tout ça 0. Corrigez-moi si je me trompe. Mais si je lui donne ça, supérieur ou égal à 1. Corrigez-moi. Sur 4 termes consécutifs, il y a au moins un 1. Sur laquelle on est passé. Oui, sur 3 termes. Soit je lui dis que sur 3 cases consécutives, il y a au moins une qui est sélectionnée. Je peux aussi lui dire, je pense, parce qu'il peut... Excusez-moi, même pour moi, on peut facilement se casser les dents. Est-ce que je suis allé trop loin lorsque j'ai considéré 4 cases? Non, parce qu'il faut bien partir de quelque part. À partir de quelque part. On saute 3 cases. Est-ce que ça, je pense que si j'avais pris que 3 cases, ça aurait suffi. Parce que sur 3 cases, il faut avoir au moins une valeur
au moins une valeur qui est sélectionnée parmi les 3. Et si on était dans le cas avec 2 valeurs, alors ça contredirait Bien sûr. la première. Oui, il y aurait un conflit avec la première. Il n'y aura qu'un seul 1 en fait. Mais quand je prends un bloc de 3, il y a toujours une case qui est sélectionnée, ce qui est correct parce qu'en fait, même quand je saute 2 cases comme ça, vous voyez, je saute 2 cases, mais en fait, dans ce bloc-là, j'ai sélectionné au moins une case, et dans ce bloc-là, j'ai sélectionné au moins une case. Mais à culpa, corrigez-moi, réfléchissez en même temps que moi, s'il vous plaît, parce que, mine de rien, pédagogiquement, c'est utile. Mais je dirais qu'il suffit de mettre 3 d'affilée. Ça veut dire que je vais jamais avoir un vide de 3 cases pas sélectionnées. Parce que si jamais ça c'était 0, ça veut dire que j'avais un vide de 3 cases. Oui, et moi je dis que je saute 3 cases, mais quand je saute 3 cases, j'ai un vide de 2 cases. Mais je peux pas avoir un vide de 3. Mine de rien, ces petites choses doivent être abordées soigneusement pour être sûr de ne pas se perdre. Mais tout ça, juste pour vous dire que lorsqu'on va coder avec des tableaux, ici j'ai utilisé variables x et y, x1, x2, plus tard on va pouvoir utiliser un tableau de variables. Je vais pouvoir résoudre ce problème avec GLPK ou Julia, le problème avec lequel j'ai démarré le cours. D'accord, c'est pour ça que je l'ai présenté. Et sachez que derrière, il va calculer ce type d'arbre de décision que j'ai montré au début. Il va être un arbre de décision gigantesque. Et derrière, il utilise des relaxations linéaires comme des programmes linéaires. Bon, je vais faire ça une autre fois. Mais par exemple, votre collègue, il m'a dit qu'il aurait déjà observé que CBC, c'est un peu plus rapide que GLPK. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, pour ce type de problème, c'est crédible parce que lorsque je vais faire une compétition entre plusieurs solveurs, le solveur le plus rapide va être celui qui va savoir gérer l'arbre de décision de la manière la plus intelligente. Donc, plus ils ont investi du travail dans leur façon de gérer, d'élaguer, de couper des branches, plus le solveur va être rapide. Ferraille, c'est encore plus rapide. Oui, c'est possible, oui. HIGS. HIGHS. Oui, oui. Qui est développé par des Écossais, je pense. Oui, oui. J'ai vu quelques exposés. Il y a Ciplex, Gurobi. Il y a une grosse compétition. Ils sont payants, ceux-là. Oui, il faut voir. Pour des raisons pédagogiques, il y a beaucoup qui sont gratuits. C'est vrai? Pour des raisons pédagogiques, ils offrent des licences gratuites. Donc, Ciplex et Gurobi, oui, c'est payant dans l'absolu si on veut l'utiliser pour du business. Mais si vous voulez juste apprendre, ils ont intérêt à nous laisser apprendre à utiliser leurs outils. Mais on n'a pas le droit de les utiliser en production. Okay? Et donc, je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui une douzaine, je pense, de solveurs. Ok. Donc, ça, juste pour vous montrer la force du langage et la plus grande difficulté derrière, c'est l'arbre de décision que j'ai montré au début. Et là, je voudrais revenir sur des problèmes plus simples parce que... oui. Ah, s'il vous plaît, je zappais quelque chose. Pour les XP, leur type, on va les prendre comme des entiers. Oui, binaire. 0-1. Sur Julia ou sur GPK. On va essentiellement déclarer integer ou bien... Oui, binary. En fait, je voulais pas vous faire peur, mais j'ai le code tout à l'heure.
Mais c'est un code un peu monstre vis-à-vis de ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais si vous voulez regardez comment ça s'écrit. Donc pareil, les bénéfices, le tableau de bénéfices c'est comme ça. Et si j'écris ça en Julia, ça veut dire que X, il y a une plage d'indices de 1 à n, et c'est B, I, N, c'est binary. Et ça, c'est la somme de l'objectif. Après, vous avez les deux contraintes dont je viens de parler. On va regarder une autre fois plus en détail, mais vous retrouvez ce que je viens de vous dire. Deux articles consécutifs, inférieurs. Oui, donc je peux pas sélectionner les deux. Et je peux pas avoir un vide de 3. Et un GLPK, voilà, on écrit var x, je lui donne la plage de valeur avec des accolades, et j'écris binary. Et les mêmes contraintes, c'est les mêmes contraintes que je viens de discuter avec vous. Sauter cette partie-là, il faut définir la plage de valeur de i. Bon, il y a quelques finesses à prendre en compte, mais j'ai les deux contraintes que je viens d'aborder avec vous. Ça s'écrit comme ça, mais ça on va le faire une autre fois tout ça. Parce que là pour l'instant mon objectif c'est un cours de prise en main de ces solveurs. Je voudrais, voilà, j'ai pris un sujet un peu de TP que j'aurais pu donner d'autres fois, mais ici je voudrais résoudre avec vous ce problème. Je parle ici pour l'instant de GLPK. Des fois je dis GLP-Sol, je vais vous montrer tout à l'heure. GLP-Sol en fait c'est le nom de l'exécutable qui s'appelle, voilà. La première question elle est très très simple par rapport à tout ce que vous avez vu. Vous prenez ce code GLPK, je peux faire une pause d'une minute, je peux vous laisser lire. Même qu'est-ce que je vais faire ici, je pars de ce code et je veux ajouter une troisième variable. Je vous laisse lire et dites-moi si vous avez le temps de taper le code, sinon j'ai un petit sujet pour vous juste après, mais sans vous fatiguer à taper le code. Je vous laisse lire un peu et dites-moi quelles sont les choses que je vais devoir faire comme ça à l'oral. Oui, en fait, ça va vous prendre plus de temps de lire l'énoncé. Je veux une troisième variable, il faut ajouter une variable x3. Si j'ai un 4 dans la fonction objectif, oui. Ici, je vais ajouter plus 4x3. Un coefficient de 3 dans les deux contraintes. Ici, je vais ajouter plus 3x3. Dans les deux cas. Et si je demande une contrainte de x3 ajoutée au modèle, comme x3 il est supérieur à 1 et pas à 0, il va peut-être y avoir une contrainte. Une troisième contrainte. Ouais, une contrainte pour dire que c'est pas égal à 0. Oui. x0 plus 3, x3 plus 1, positif, moins 1. X3 moins 1 égale positif ou oui. Donc je fais ça dans le. Je vais apporter ces modifications dans le ici parce que c'est le plus rapide à faire. En fait, je vais à la limite modifier ce code-là que j'avais tout à l'heure, mais je vais le copier d'une manière exacte. X2, j'ai pas integer. Et il me faut une troisième variable x3, var x3, supérieur ou égal à 0. Je copie ce que j'avais, 3x1 plus x2 plus 4x3, c'est ça? Les deux contraintes, j'ai 4x1, ce qui était donné au départ, plus 2x2 plus 3
x3 inférieur à 22. Contrainte 2, 6 x1 plus x2. Donc j'ajoute le 4x3. Et ici, je dis que j'ai un coef de 3 dans les deux contraintes. Ok. Tac. J'ajoute la troisième contrainte. Subject to C3. J'ai x3 supérieur ou égal à 1. Display obj et display x1, x2, x3. Ça, j'avais proposé ce type d'exo pour démarrer en douceur, faire un petit programme à partir d'un programme qui existe déjà. Il y a un 32 qu'il faut changer en 30. Merci. Oui, n'hésitez pas à me corriger. Ok, c'est ça. Donc, je maximise la fenêtre pour exécuter. Je clique sur Solve. C'est à cause du navigateur qu'il ne peut pas enlever ces lignes rouges, mais tout va bien. Il m'a trouvé une valeur optimale de 29,3 parce que ici c'est pas binaire ou entier. Et il a trouvé x3 égale 7,33. Bon. C'est le résultat du programme. Si vous voulez, faites une petite photo peut-être, je ne sais pas si vous voulez le tester chez vous. De toute façon, la vidéo sera en ligne. Ah, ils sont en ligne. Oui, et je vais mettre les programmes en ligne. Ok. Donc voilà. Pour rentrer dans le sujet, et je vais modifier avec vous très très vite le même programme en Julia. Je fais relativement vite parce que ça ressemble un peu à l'autre programme. Donc si vous voulez, je vais dire que ça c'est un TD. Je vais dire, je sais pas, exo en TD Julia. Je récupère le sujet. Donc, et là, pardon. J'essaie de le faire très vite en Julia. Où est-ce qu'il est? Mes excuses pour... Je suis un peu perdu dans ça. Donc ça, c'est le sujet. Et là, c'est le code Julia. Je suis pas encore aussi professionnel que les youtubeurs qui sautent tout de suite à la bonne fenêtre. Donc moi je dois encore chercher. Donc qu'est-ce que j'ai ici? x1 supérieur à 0, c'est plus haut de l'heure. Voilà. Mais je vais mettre ça même sur YouTube. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. x2 supérieur à 0 et j'ai un x3, la variable que j'ajoute. Fonction objectif 3x1 plus, qu'est-ce que j'ai, 2x2 plus 4x3. Oui, mais j'ajoute la troisième variable avec un 4 dans l'objectif pour faire l'exo jusqu'au bout. Ou admettons, je sais pas, j'écris d'abord ça en Julia si vous voulez. C'est plus rapide comme ça. Non, je parle Le coefficient du coefficient de x2 dans l'objectif. Pardon, bien vu, merci, j'avais mal compris. Oui. Contraintes. Les contraintes, vous savez, moi je peux les prendre. Ouais. Tac, je copie ça. C'est les mêmes contraintes pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et voilà comment je vais faire avec mon éditeur. Je prends ça comme ça.
La contrainte, elle est M, virgule quelque chose, vous voyez? Tac, j'ai un éditeur assez sympa qui me permet de prendre ce code-là, ce bloc de code comme ça. Je le colle ici. Tac. Ouais, tac. Et j'ai mes contraintes comme ça. Et le reste du programme, c'est optimize, objectif, et voilà. Ici, j'écris x1 égale value de x1, x2, x3. Voilà, je pense avoir résolu la question en Julia. Je reviens sur ma console Julia que j'ai pas fermée. Et ici, je fais include. En fait, je peux écrire juste INCL tabulation. Parenthèse, je mets les quotes. Il s'appelle, je donnais un nom genre exo en-td. Tac. Et je croise les doigts. Voilà, et si vous vous rappelez, 29,33, x3 égale 7,33, pareil que GLPK pur. Et voilà, votre collègue m'a dit que si j'utilise CBC, je vais avoir peut-être quelques informations de plus dans la sortie. Il va travailler un peu pour compiler CBC, pour charger CBC. Mais juste la première fois. Donc un peu de patience, s'il vous plaît. Voilà, il donne la même solution. Et ici, il nous donne certains éléments qui nous aident pas beaucoup. Ça aide pas beaucoup, mais il donne quelques étapes de la résolution du programme linéaire. C'est un programme linéaire qui n'est pas un nombre entier. Il donne quelques éléments sur les itérations, les valeurs duales qu'il aurait trouvées. Il le résout très vite. Mais c'est quand même intéressant. Si je passe en mode, par exemple, entier ou binaire, je passe en binaire. Si j'écris ça, je passe en binaire. Juste pour voir. Je relance. Là, il va répondre tout de suite parce qu'il a chargé déjà CBC. Voilà, il fait un autre type de travail. Il résout d'abord le problème en nombre réel. Continue avec ça. On va faire une autre fois ça, mais il va ajouter des coupes. Je vais vous parler une autre fois et il donne des informations sur le temps CPU. Et ici, il y a quand même une information qui est intéressante. Le nombre de nœuds énumérés. Il s'agit de l'arbre de branchement dont je vous ai parlé. Quand il y a 0 nœuds énumérés, ça veut dire qu'il a eu des bornes si intelligentes qu'il a résolu le problème à la racine. Il n'a même pas eu besoin de faire de branches. Il a coupé tout de suite parce que je pense que pourquoi, c'est pas. Il est très très bien codé. Peut-être, bon, je peux essayer pour voir si c'est toujours le cas. Si, je sais pas, j'enlève une contrainte, je change un peu l'objectif, peut-être ça va le perturber un peu pour qu'il travaille un peu plus parce que sinon c'est pas drôle. Mais juste pour essayer. Non, je crois pas que je puisse vous donner un exemple tout de suite où il travaille un peu. Mais dès que je vais coder un problème sur un tableau, comme pour le jeu de Monopoly, là c'est sûr, il sera obligé de vraiment travailler, mais quand j'ai 3 variables, 2-3 variables, il arrive à s'en sortir. Ils ont travaillé là-dessus pendant longtemps.
Ok. Avant de faire une petite pause, je vais faire avec vous un tout petit problème qu'on appelle de sac à dos. Je vais avoir 4 variables là. De quoi il s'agit? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ailleurs, même avec Eric. Voilà, j'ai ce problème-là. Après, je vais faire une pause et j'ai une partie un peu TP. J'ai un sac à dos, 15 kg. Dans chaque boîte, je suppose que j'ai quelque chose de liquide. On peut prendre la moitié d'une boîte. C'est comme si c'était du riz. On souhaite prendre le plus de marchandises pour maximiser le profit. Mais on n'a pas le droit de dépasser les 15 kilos. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous pensez pouvoir résoudre le problème de tête comme ça? Ce problème, il est difficile s'il était binaire. Ça veut dire si je n'ai pas le droit de couper les articles. Mais il est relativement facile si je peux couper les articles. Vous savez pourquoi? On est dans le monde continu. Et qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez vraiment au marché? Dans le monde continu, le problème il est plus facile. Pourquoi? Je peux regarder un peu. Si j'étais au marché, par exemple, que pensez-vous des articles en bas? 10 € pour 4 kilos. Ça veut dire que chaque kilo me rapporte 2,5. Pareil pour l'article en bas à droite. D'accord? À partir du moment où je suis dans un monde continu, c'est comme si ces deux articles contenaient la même chose. Comme si comme s'il y avait du riz dans les deux. Ça veut dire le prix par kilo, c'est pareil. Si je prends une unité du premier, vous comprenez, si je prends 1 kilo du premier ou 1 kilo du deuxième, c'est pareil. Et c'est les articles les plus intéressants. Donc du coup, je les prends et je les mets dans le sac. Après, le deuxième, l'article suivant le plus intéressant, c'est en haut à droite. Oui. 1,5 € par kilo. Je le mets dans le sac. Et comme ça, j'aurai rempli mon sac avec 4 plus 2 plus 2, 8 kilos. Je ne peux pas mettre le quatrième article en haut à gauche tout entier. Il ne rentre pas. Mais dans un monde continu, c'est pas grave. Je prends tout ce qui rentre. Vous voyez comme j'ai trié les articles par ratio bénéfice sur poids. Ça, c'est la solution optimale parce que pour chaque gramme que j'ai mis dans le sac à dos, j'ai toujours choisi l'article le plus intéressant. Les choses se compliquent en nombre entier. D'accord? En nombre entier, le même problème. J'ai l'impression que c'est un peu plus délicat. Je vous laisse réfléchir, mais vous pouvez réfléchir, moi, dans une petite fenêtre en même temps. J'écris le code GLPK. Excusez-moi, c'était pas possible de mettre que les briques le kilo revient à 2,50 là? Oui, mais ça suffit pas parce que elles vont... Non, chaque article, je l'ai une seule fois. Ah, c'est qu'une seule fois? Une seule fois, oui. Donc là, je vais avoir 4 variables. Parce que j'ai 4 articles. Donc un peu plus compliqué que le programme de tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai? 14 € pour le premier. Je pars du haut en bas. Plus 3 le deuxième. Plus 10
x3. Et après, je fais une petite pause et on fait un peu plus 5 x4. Et j'ai une seule contrainte par contre. La contrainte de capacité. X1, 14 euros et 12 kilos. X2, 3 euros, 2 kilos. Celui-là, 10 euros, 4 kilos. Et le dernier, 5 euros, 2 kilos. Tac. Et display 1, 2, 3, 4. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. J'ai mis 20. Merci beaucoup, bien sûr. Ok. Je croise les doigts. Il a pris le 4e article 7 fois et demi. Parce que j'ai oublié de lui dire que les variables sont de 0 à... Oui, ce que vous m'avez dit. Je peux écrire comme ça. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Peut-être que c'est... Non, je pense qu'il ne va pas aimer ça. Je dois mettre virgule inférieur ou égal à 1, mais moi j'essaye quand même. Non, il ne va pas aimer. Mais ça marche en Julia, ça. Je dois écrire comme ça. Donc c'est supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. Tac, solve. Tac, tac, tac. Là. Il a pris le 2e article, le 3e et le 4e, ce que je disais. Et le premier, celui qui était en haut à gauche, comme je disais, celui qui est le moins intéressant, il a pu mettre cette quantité. Il n'a pas pu le mettre tout entier, mais il a pris un peu plus que la moitié. Ça rentre dans le sac. Il a obtenu 26,16. Là, je passe en mode binaire. Que va se passer avec l'objectif? Il peut augmenter ou diminuer. J'ajoute une contrainte au problème. Donc j'ajoute une contrainte, le bénéfice va diminuer. J'exécute, tac, tac, tac. Et voilà une solution qu'on aurait eu du mal à trouver. Vous voyez? Il a pris le premier article et le dernier. Ça veut dire celui-là et celui-là. Et ça, en binaire, je pense que le problème devient beaucoup plus difficile si vous essayez de le résolver de tête. Surtout parce que c'est presque 21h. Ok, mais comme ça, vous avez vu les deux problèmes. Donc, la version en nombre réel, c'est ce qu'on appelle aussi la relaxation continue ou linéaire du problème. Donc, si j'avais donné le problème en nombre entier, les solveurs commencent toujours par résoudre quand même la relaxation linéaire, qui est plus facile à calculer. Bon, j'arrête l'enregistrement et je passe à une partie plus